Qui va défricher des terrains inexplorés et les mettre en valeur. De retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke. Donc, je m'appelle Nathalie Platt, je suis psychologue, auteure, femme, mère quelquefois, belle-mère quelques autres fois, fatiguée donc, vivante par exemple, très très vivante. Je suis née en 1980. J'ai exactement le même âge que le petit bébé tenu dans les bras de l'homme qu'on voit pleurer dans tous les extraits vidéo de la défaite du référendum de 1980. Okay? Ça, c'est moi, c'est ma génération. On a commencé là-dessus. Un genre de restart manqué, peut-être, on pourrait dire. J'avais 15 ans en 95 et j'avais 32 ans quand Montréal sortait ses casseroles et j'avais à ce moment-là, moi, un bébé dans les bras. Parents immigrants, donc qui savent quelque chose du recommencement. Européens qui sont, dans le fond, dont les parents ont connu de très très près, dans le fond, dans leur trip, dans leur vie, la Deuxième Guerre mondiale, donc qui savent quelque chose de l'absence de possible et de la mort. Je dis ça parce que, au fond, le thème du recommencement a quelque chose à voir avec beaucoup d'affaires. J'ai beaucoup trop de choses à vous dire, là, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai essayé de sortir des petits thèmes. Il y a quelque chose du deuil dans le recommencement. On va l'aborder ensemble. Il y a aussi quelque chose de l'affranchissement. C'est pour ça que je fais des petits liens avec ces fameux référendums-là ou ces moments-là dans l'histoire. Parce qu'au fond, c'est un thème qui est très, très intime, mais qui est aussi collectif. Donc, comme tous les grands thèmes, on va essayer de l'aborder des deux aspects. Je suis heureuse d'être là ce matin. Je suis terrorisée aussi. C'est normal, parce que dans le fond, je suis psy. Ce qui fait que moi, je suis à l'aise avec le fait de vous laisser parler. Et j'ai aucune idée de pourquoi vous êtes là ce matin. Fait que c'est très difficile ce que je vis en ce moment, puis j'ai des super bonnes amies qui m'ont dit « T'es aussi bien d'être bonne. » Parce qu'on s'est levé pour toi. Fait que je vous remercie pour le support. Oui, parce qu'en fond, c'est sûr que moi, j'aime ça, savoir pourquoi toi, t'es là, pourquoi toi, t'es là, pourquoi t'es venu ce matin, c'est quoi ton histoire, c'est quoi ta blessure de base, c'est quoi ton 0,5 ans, pourquoi le thème du recommencement, ça t'a cliqué, est-ce que t'es dedans? Est-ce que ça fait du sens pour toi d'être ici ce matin? Parce que dans le fond, t'es juste avant de sauter, là, dans l'avion, là, en train de mourir, là. Puis là, tu te dis, j'ai pas le choix, il faut que je saute. J'ai payé 450$ pour le saut. Fait qu'il faut que je le fasse, mais j'ai peur, je suis terrorisée. Est-ce que tu es là ou est-ce que tu es plutôt comme. En fait, tu viens de te péter la gueule parce que le parachute s'est pas ouvert finalement. Est-ce que tu es là? Ou est-ce que tu es peut-être en équilibre? Ça se pourrait que tu sois dans un moment d'équilibre. Ça arrive, ça, qu'on est juste à l'endroit où on doit être. C'est rare. C'est un état de grâce. C'est pourtant la définition de la santé mentale selon l'OMS. On va se gâter, on va la lire, OK? La santé mentale, établie par l'OMS comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Bon, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition-là de l'OMS. Je ne les ai pas contactés encore pour leur dire. J'étais occupée à défaire cette construction-là, cette injonction-là de la santé mentale avec des gens dans mon bureau qui arrivent avec cette idée-là. Parce que ça, pour moi, c'est la définition d'un moment de grâce, d'un très, très, très grand déni ou de la mort.
Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une absence de tension là, au niveau de la mort. J'imagine qu'on est relativement pas mal, tu sais, mais c'est l'absence de tension, c'est la mort. Parce que la vie, c'est la tension, c'est le déséquilibre, c'est le chaos. Puis les gens qui sont dans mon bureau puis qui sont en train de jeter de la conscience là-dessus, pour moi, ils sont en très grande santé mentale, même s'ils sont dysfonctionnels. Puis un petit mot là-dessus aussi, on peut quand même se dire que être super ajusté à cette société-là, on peut se demander si c'est ça la santé mentale aussi. Il est où le déséquilibre, là, finalement? On dit les petites affaires de même là, ensemble. Là. Hein? On va... Donc, je commence par une lecture. Parce que, est-ce que vous avez amené des Kleenex? C'était écrit « Bring your own Kleenex », hein, pour vrai. C'est comme t'amènes ta tasse et tes Kleenex là, quand tu viens ici. Là. Bon, en tout cas, il y a du papier de toilette. On va commencer ça par une petite lecture d'un super beau livre qui s'appelle « Recommencement » d'Hélène Dorion. Ah, je la connais. On l'aime assez. Et juste pour la petite histoire, quand j'ai parlé avec Véronique de faire un Creative Morning, il a été question brièvement du chaos, c'est Jean-François Vézina qui est venu le faire, et excellente idée. Et puis finalement, elle me dit, ah, ben, ça va être, tu devrais faire le thème de recommencement, je viens juste de l'acheter. Ça fait longtemps que je connais l'existence de ce livre-là parce qu'il y a une merveilleuse petite capsule qui tourne, qui a été réalisée par Pierre-Luc Racine. C'était quand Hélène elle a fait sa promotion pour son livre. Ça s'appelle « Recommencement Hélène Dorion ». Vous taperez ça sur YouTube. Moi, je l'utilise en séance. Tu sais, quand la personne est juste sur le bord là, de sauter, mais elle se cramponne à ses structures antérieures, elle a peur. Hey, ça me tente qu'on écoute quelque chose? Puis bon, on pleure, fait que là, je suis contente. Puis après ça, bon, on peut passer à autre chose. Et, mais je ne l'avais jamais lu. Puis là, ben, je l'ai acheté. Et puis, au même moment aussi, sur mon bureau d'ordinateur, l'espèce d'écran qu'on ouvre, puis que c'est censé être clean, puis que moi, c'est un chaos de plein de projets, il y en a un tout petit icône que je venais tout juste de rajouter, vraiment la semaine d'avant, et ça s'appelait « Recommencer depuis le début ». C'est un dossier qui contient un roman, dans le fond, sur lequel je travaille depuis 5 ans et que je croyais vraiment avoir terminé. Au mois d'août, j'étais vraiment fière. En fait, hey, c'est fini cette affaire-là. C'est un roman qui est difficile à écrire parce que c'est un roman qui parle d'une histoire qui m'est arrivée pour vrai et qui parle d'un deuil qui est difficile à faire parce qu'en fait, on n'a jamais retrouvé le corps de la personne. Désolée, c'est trash, mais c'est ça, la vie. Et j'essaie d'écrire là-dessus pour faire le deuil de ça. Puis là, je suis donc contente d'avoir accouché de ma chose au mois d'août. Et pour un paquet de raisons, je réalise au mois de septembre qu'il faut que je recommence. Et parce qu'il faut que je le prenne vraiment d'un autre angle. Et bon, ça, c'est quand on essaie d'être créatif, c'est des choses qu'on a à vivre parfois. On arrive à un moment. Puis, on le sent, là. On a comme plein d'indices que l'œuvre n'est pas achevée, là. Et on doit écouter ces choses-là. Et forcément, ben, ça nous amène à faire un certain deuil, deuil du travail, tout ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien réutiliser de ce qui est là-dedans, sauf que je suis obligée de l'aborder complètement d'un autre point de vue. Puis bon, tous les gens créatifs ici vivent ça à certains moments. Fait que les deux, dans la même semaine, là, vraiment, là, puis la semaine d'après, on me disait hey, « Tu veux-tu faire le restart? » Puis je fais « Bon, ça fait un petit clin d'œil à la conférence de Jean-François Vézina du mois de septembre, ça s'appelle une synchronicité. C'est comme quelque chose qui arrive un peu en même temps. Puis on dirait que c'est le sujet qui nous trouve d'une certaine façon. Fait que je me suis dit « Comment? On y va. » Alors je commence avec ça. Étendue sur le lit, ma mère avance vers le bout de sa route. Depuis des heures déjà, son corps est immobile. Ses mains sont grandes ouvertes, paumes tournées vers le haut. Les traits de son visage témoignent de son abandon, de cette sérénité qui l'habite tandis qu'elle s'éloigne, à chaque seconde, un peu plus de ce monde. Un peu plus de chacune des 80 années de sa vie. Je pose légèrement une main sur sa tête, je caresse ses cheveux, j'approche la bouche de son oreille et je commence à lui parler doucement. Je regarde la route qui reste et la lui décris à mesure que nous avançons. Je repense à cette scène et elle me paraît à la fois étrange et familière.
La veille, alors que ma sœur et moi lui lavions les pieds, sans savoir que c'était la dernière soirée que nous passions avec elle, ma mère m'a demandé « Comment meurt-on? » Ah, ça fait du bien, hein? Je lui ai répondu qu'elle allait choisir l'heure, choisir les personnes qui seraient près d'elle à ce moment-là, et qu'elle n'aurait qu'à s'abandonner, à se laisser porter. Quelque chose viendrait la guider, et il s'agirait de suivre sans résister. Nous ne savons de la mort que le vide qu'elle a laissé en nous par la perte de ce qui nous était cher, ou encore, nous imaginons la falaise de laquelle nous plongerons ce jour-là. Nous refermerons la boucle de nos pas, en un éclair reviendront vers nous les visages de ceux qui nous ont donné la vie, de ceux à qui nous l'avons donnée. Le regard rempli d'aube et de crépuscule, nous étreindrons ceux qui nous ont tout appris de l'amour, nous demanderons pardon, une dernière fois, nous pardonnerons. Puis, nous plongeons. Le regard devient net et nous voyons chaque histoire de notre vie tenir sur un fil que le vent fait danser devant nous. Notre vue se brouille, tour à tour, chaque organe cesse de fonctionner. Le souffle s'amenuise. Quelques heures plus tard, le dernier des souffles s'éteint comme un lumignon et le cœur cesse de battre. La vie a traversé d'un sillon à un autre. L'un des liens les plus mystérieux de l'existence vient de basculer. Le seul corps dans lequel j'aurais été totalement fondue et dont j'ai été coupée à ma naissance s'est dissous dans la mort. Celle qui m'a frayé un chemin jusqu'à la vie, celle qui a accueilli mon saut initial dans le vide et qui a été mon commencement, vient de refermer la boucle de ses pas, à petit feu s'est éteinte, déposant entre mes mains une liberté que je n'avais jusque-là jamais ressentie. Et ce lien fondateur fusionnel et tissé de dépendance m'invite désormais par son absence à nommer ce que je suis pour moi-même, à devenir ce que l'enfant ne peut réaliser qu'au-delà de cette rupture définitive qu'accomplit la mort de sa mère. Durant cet après-midi de profonde intimité où je suis allée conduire ma mère vers sa mort, j'ai touché au plus grand dénuement, à ce très peu auquel nous tenons véritablement lorsqu'un fil casse. Dans cette chambre blanche où une fenêtre donnait sur les montagnes, je ne pouvais rien retenir, ni son souffle qui s'épuisait, ni les gestes, ni les paroles que nous avions partagées. Un fleuve emportait à mesure ce qui appartenait au temps. Il ne restait que l'amour, que cet ineffable mystère qu'on appelle amour, avec un grand A pour dire combien il nous dépasse, et qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'en soi. Lorsque tout s'en va, il reste cet amour. Ce tronc ne casse pas sous les vents, n'est pas emporté par les tempêtes, plutôt, il reconstitue inlassablement ses branches. Ainsi, ma mère m'invitait-elle, par sa mort, à remonter vers ma propre source, au-delà même de notre lien physique qui se rompait. Jamais plus son visage au creux de ma main. Jamais plus son visage. Elle ouvrait la fenêtre de l'automne qui allait souffler sur le passé et goûter une à une les feuilles jaunies pour que l'hiver et pour que le printemps adviennent. Voilà. Est-ce que vous pleurez? Moi, j'aime ça quand les gens pleurent. Ça sent bien. Je fais des blagues, mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte-là? Ah ouais? Très grande sensibilité. Oui. À la source première, c'est extraordinaire. C'est beau, hein? Oui. Mm. Voyez-vous le lien avec le recommencement? Oui. Elle commence son livre comme ça. Hein? Elle le commence vraiment par le récit de la mort de sa mère. Et au fond, ce qu'on pourrait dégager peut-être comme idée de ça, c'est que il y a une identité qui vient de mourir. Là. Elle n'est plus, elle va toujours être l'enfant de, mais elle est l'orpheline de maintenant. C'est rendu une femme sans mère. Et donc, à ce moment-là, il y a une identité qui vient de partir. Et forcément, ça invite à ce qu'elle prenne en main, qu'elle se saisisse de sa vie de femme maintenant adulte, d'une certaine façon. On a différents moments dans la vie comme ça, où est-ce que même si on est une femme adulte civilement à partir de 18 ans, ou un homme adulte à partir de l'âge de 18 ans, on est constamment amené dans des moments de fracture, de crise, qui nous invitent à prendre encore plus en main notre réalité, notre maturité, notre... Oh, j'ai accroché le micro, hein, excuse-moi.
notre vie de personne mature. Puis, ça nous amène donc à vraiment appuyer sur le fait que le recommencement, c'est pas juste le fun. Hein? Si on avait dans l'idée de vous demander d'associer un petit mot, là, le recommencement, c'est quoi? Spontanément, il y en a-tu qui ont des idées? La première chose qu'on associe avec le restart, c'est quoi? L'abandon de ce qu'on connaît, je dirais. Oui, je ne sais pas c'est qui a parlé. Oui, il y a l'idée de l'abandon. Hein? Il y a l'idée du saut dans le vide un peu. Oui. La métamorphose, c'est très, très associé à la transformation, effectivement. La résilience. Le stress de l'inconnu. Oui. Là, c'est sûr que je vous ai un petit peu parlé du fait que c'était pas si le fun, fait que là, vous êtes bons, là. Mais moi, je pense qu'au début, vous auriez dit liberté, créativité, recommencement. En tout cas, peut-être pas tous, mais c'est souvent ça qu'on entend. C'est plus un post Instagram de prof de yoga, souvent, ce qui est associé au recommencement. Tu sais, c'est super le fun. Mais dans le fond, c'est terrorisant. C'est la mort aussi, parce qu'il faut mourir avant de renaître. Et bon, voilà, il faut le dire. Puis, on est quand même dans une société qui appuie beaucoup sur le restart. Tu sais, si on pense à nos parents, nos grands-parents, je suis en train de mélanger tous mes termes, fait que, en tout cas, on va suivre. Si on pense à nos parents, nos grands-parents, ben il n'y avait pas tant de possibilités de recommencer. Hein? Comme je choisissais quelqu'un à 18 ans, je choisissais une carrière, arrêtais la carrière pour les femmes dès qu'il y avait des enfants. Après ça, bon, ben écoute, tu t'es mis là-dedans, puis ben bonne chance. Hein? Après ça, c'est la mort. Non, là, c'est un petit peu trash du même, mais je veux dire, après ça, bien là, tu peux vivre des grands moments puis des choses super le fun là-dedans, mais tu peux moins te réinventer, tu sais. Les gens qui le faisaient pouvaient s'exposer, se mettaient à risque d'être mis au banc complètement là, de leur société, de leur clan à ce moment-là. Nous, on pourrait dire, hey, on est chanceux, on peut se réinventer à tout moment, là. En même temps, mais mon Dieu, mais quelle plaie! On ne peut plus se cacher derrière les institutions, on ne peut plus se cacher derrière l'institution du mariage, on ne peut plus se cacher derrière la religion, on ne peut plus se cacher derrière toutes ces institutions-là qui, d'une certaine façon, nous préservaient un peu de se poser des questions, comme « Pourquoi je nais, je vis et je meurs? » Non, mais ça, pour vrai, on est tous face à ce mystère-là, hein? On est, on meurt, entre les deux, on fait quelque chose, on essaye, tu sais. Puis, on devrait être, c'est quoi dans la définition? Dans un état de bien-être? Non. Hein? État de bien-être complet. Ah, tu l'as pris en note? Non, jette ça. C'est n'importe quoi. Tu notes. Oui, c'est très drôle. mais ça fait des ravages pareils. Parce que parmi les injonctions qu'on a dans notre culture actuelle, il y a vraiment celle-là. Il y a la dictature du bonheur absolu. Il y a la dictature de l'état d'équilibre. Hey, là, je suis sur mon X, je suis tellement à bonne place, puis tu sais, je viens juste de recommencer en plus, fait que je peux juste être à bonne place. Mais on va parler de ça, la différence entre ce que moi j'appelle gentiment la compulsion du recommencement et le recommencement. C'est pas nécessairement la même chose. Quand on est dans le recommencement avec une grande loupe, de même, là, il y a quand même l'idée de la descente un peu. Il y a eu un bout de pas le fun, ici, OK? Il y a eu un bout où on a eu l'impression qu'on ne se relèverait pas ou que plus rien avait du sens, qu'on était vraiment dans quelque chose d'assez dépressif. C'est pas trop à mode sur Instagram, la dépression. Puis, mais ça fait partie, finalement, c'est l'hiver. Hein? Puis après ça, ben, il y a le printemps. On n'a rien réinventé là, pour renaître. Mais quand on est pris avec cette injonction-là culturelle dans laquelle on doit être dans un état d'équilibre, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir tendance à rapidement, très, très, très rapidement, se faire à croire qu'on recommence parce qu'on change de job, de char, de blonde, de couleur de cheveux, de bon, n'importe quoi. On peut y aller du plus superficiel ou même des grands, grands changements et on peut se dire qu'on a recommencé. Mais si on le fait sans avoir mal, excuse, mais c'est pas vrai, mais ça se
pourrait que ça se représente. Ça se pourrait que l'occasion de recommencer vraiment se représente. Parce que la douleur, c'est malheureusement, j'aimerais ça vous dire autre chose, mais c'est malheureusement l'ingrédient actif de la transformation. Sans douleur, pas de changement. Pas de grand changement. Comme je vous dis, on peut changer de set de divan, ça n'a pas fait mal à part à la carte de crédit, là. Mais un grand changement psychologique, ça passe par la douleur. Il y a une femme dont je voudrais vous parler qui s'appelle Ginette Parry, qui est une analyste jungienne que tu connais, Chantal, que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, puis qui a écrit une tonne de bons livres, dont un qui s'appelle Heartbreak, où elle parle de toutes nos expériences de perte, où elle parle de tout ce qui se passe justement quand on a le cœur brisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait des liens avec les neurosciences, elle a regardé la neurochimie du cerveau et tout ça. Et en fait, quand la douleur de la perte commence à vraiment se vivre, bon, on vient de perdre quelqu'un, ou on vient de se faire quitter, puis là, on ferme la porte, puis on est tout seul chez nous, puis là, ça fait mal. Neurochimiquement parlant, le cerveau gère ça de la même façon que de la torture. Carrément. C'est les mêmes neurotransmetteurs, les mêmes cocktails hormonaux qui vont être... Donc, c'est normal et c'est humain de vouloir arrêter d'être dans la torture. Tu sais, moi, je veux dire, je suis là puis je fais ma hotte en disant « faut souffrir, gna. Je veux dire, moi, s'il y a quelqu'un qui me torture, je vous jure, je vous livre, là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui commence à me dire « hey, je pourrais peut-être t'arracher un nom », moi, je te dis son nom, je te dis le nom de ses parents, puis je vais te reconduire, là, tu sais. Fait que j'ai pas de leçon à donner à personne. La torture, c'est pas cool. Fait que c'est sûr qu'on a comme envie, vite, de s'activer pour en sortir, tu sais. Donc, ça va être à ce moment-là où est-ce qu'on va déployer toutes sortes de défenses, toutes sortes d'aménagements pour arrêter d'être derrière assis sur le rond de poêle tout le temps, là, tu sais. Par contre, c'est sûr que ça peut être intéressant aussi, des fois, de tolérer un tout petit peu la douleur. Autre chose que notre société ne permet pas beaucoup, ne valorise pas du tout. Tu sais, on n'est quand même pas autant de Baudelaire où se rouler dans la mélancolie, c'était vraiment trendy, là. Là, c'est pas ça. Il faut qu'on soit comme... Toujours, léger, content, lumineux, positif. « Oh, t'as un cancer, sois positif. Tu viens de perdre un bébé, écoute, sois positif, tu en feras d'autres. » J'exagère, mais c'est quand même quelque chose qui est présent dans notre conscient et inconscient collectif actuellement. On doit rapidement être sur pied. Tu viens de te séparer, bon, ben on va te proposer une petite idée clé, là. Haïs-le. C'était un cave. Ah oui, passe à d'autres choses. Ça fait 2 mois, là, tu reviens-en, là. Non. Puis, quand Ginette Parry, d'ailleurs, elle explique que quand on vit une perte, quand on vit un deuil, on vit d'abord un crash identitaire. C'est-à-dire qu'on perd la personne, premièrement, son odeur, ses bas sales qui nous manquent finalement, toutes ses habitudes, sa voix, on perd la personne. Ensuite de ça, on perd qui on était socialement avec cette personne-là, l'identité sociale qu'on avait. Et on perd aussi l'identité qui on était pour cette personne-là. Un des deuils qui illustre peut-être le mieux ou le plus, d'une façon, je dirais, paroxysmale, c'est-tu paroxysmal? En tout cas, au paroxysme. De ça, c'est peut-être ce deuil-là terrible là, d'une morte-naissance, quand il y a un bébé mort-né. Parce que, puis les femmes qui en parlent disent, c'est comme si elles étaient mères pour cet enfant-là. Donc, elles perdent le bébé, elles perdent leur fonction, leur identité de mère aux yeux de la collectivité, parce qu'elles ne sont pas mères aux yeux de la collectivité, puis elles étaient déjà mères pour cet enfant-là. Donc, c'est vraiment un triple deuil. Puis, Ginette Parry nous dit qu'en fait, d'une certaine façon, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on a une perte, même une perte d'emploi, ça fait ça. Hein? On se définit par notre emploi. Donc, fait qu'on aille dans cette douleur-là, c'est quoi le positif au final? Bon, en psychologie, il y a différentes approches. Moi, j'aime bien les Jungiens, on est un petit peu plus fous, mais on le sait. En fait, les Jungiens vont faire des parallèles souvent avec l'alchimie. C'est juste une image, inquiétez-vous pas, là, on ne sacrifie pas des chèvres les soirs de pleine lune. C'est juste
une image pour parler de ce grand processus-là de changer le plomb en or. Hein. Donc, on s'entend que changer du plomb en or, donc changer une matière vile en une matière noble, ça ne se fait pas de même. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, il y en a qui ont trippé fort et qui se sont mis à étudier, dans le fond, tous les procédés qui se passent quand on change le plomb en or. Puis là, ils ont nommé ça, il y a sublimatio, il y en a un qui c'est putréfaction, c'est pas très le fun ce bout-là. Il y a différentio, puis tout ça. Puis c'est vrai, j'avoue, pour travailler avec des gens toujours en transformation, on le voit dans le bureau qu'il y a des étapes, il y a des moments, il y a des états aussi qui sont préalables ou qui font partie du changement. Quand on est dans le stade putréfaction, on n'est pas fort là, le matin, mais on est quand même en train de changer. Il y a quelque chose qui bouille. Et la souffrance, c'est un petit peu le brûleur en dessous. C'est à ça qu'elle sert, la souffrance dans la vie, entre autres choses. Elle sert à nous activer, c'est sûr, mais elle sert aussi à donner un petit peu l'énergie pour que les matières se transforment. Okay? Est-ce que je vous perds, là, ou ça va? Vous me suivez? OK. Donc, c'est pas juste l'idée de souffrir pour souffrir, là. Hein? Puis, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas juste, justement, dans une souffrance qui fait que ça n'a pas de sens? Bien, c'est la conscience. C'est justement d'être conscient de ce qui est en train de se parler. C'est un peu à ça qu'on sert, nous autres, les psys. Donc, on va enchaîner maintenant avec un extrait parce que j'avais tellement d'affaires à vous dire que je suis allée du côté du cinéma parce que les images, des fois, en 2 minutes, sont capables de dire des choses d'une très, très grande complicité. On va regarder un extrait d'un film qui est un petit peu quétaine, mais moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La famille Bélier ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein? Mais là, il faut que vous pleuriez, s'il vous plaît, sinon je me sentirai pas bien. OK? Je vais vous dire... Oh, attends un petit peu. Faut pas que tu le parles tout de suite. Je veux juste dire, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Ah, vous êtes qui, vous êtes ici? Vous êtes cool. OK. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais le dire vite. C'est parce que c'est une super belle image de ce que ça peut être un restart, OK? Et on va l'analyser un petit peu ensemble. Dans le fond, c'est une fille qui est née dans une famille de malentendants. Elle est la seule entendante de la famille. Et en plus, pauvre elle se découvre un petit talent, elle aime chanter. Donc ça met beaucoup en perspective. Je vais vous demander de faire le jeu comme si on est tous cette adolescente-là, OK? Et surtout quand il est question de recommencement dans notre vie, c'est-à-dire qu'on est tous pognés avec quelque chose qui est un peu comme un don, mais qui est perçu parfois comme un handicap dans nos milieux, OK? Et là, dans ce film-là, c'est souligné au marqueur parce qu'au fond, c'est quand même eux, là je ne parle pas des malentendants, on parlait en termes de symboles, c'est eux qui ont l'handicap, mais comme ils ne saisissent pas le langage, ce dans quoi elle est, ils lui font sentir que c'est elle qui a le handicap. Ça, je suis sûre, on est tous capables de faire des liens avec nos propres familles, nos propres milieux, des moments où est-ce qu'on a besoin de s'affranchir parfois d'un milieu. On peut être dans cette situation-là. Et là, c'est la fin où est-ce qu'elle finit par chanter, faire un concours de chant. Et il y a ses parents dans la salle. Moi, je vais vous demander de regarder la face de la mère. OK? Karine Viard, super grande actrice. Puis bon, on s'en reparle. Ah, il n'y a pas de son. Ah oui, ça y a du son.
Bon, merci. Ah, des bouts de Kleenex. Merci. Je me sens mieux. Ben oui, on a pris le temps de l'écouter au complet. C'est un peu long, mais c'est parce qu'on voit la gradation de l'émotion. Qu'est-ce que vous avez remarqué Bon, je vous ai demandé de porter attention au visage de la mère, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager juste qu'est-ce qu'ils ont remarqué sur cet extrait-là? Oui. L'acceptation d'avant. Oui, c'est ça qui est bouleversant. Hein? C'est rare, on va se le dire. C'est rare. Parce que ce qu'elle est en train de faire, là, elle, la jeune adolescente, c'est, on pourrait nommer ça de toutes sortes de façons. Moi, j'aime bien le mot individuation, c'est un mot qu'on aime bien, les psys, qui consiste finalement à devenir plus et mieux soi-même. C'est un petit peu ça hein, qui nous pousse à recommencer. Quand c'est pas la vie qui nous pousse à recommencer, c'est-à-dire, bon, tu viens de te faire laisser ou tu viens de perdre ta job, parfois, on est bien, on est comme dans un état de santé mentale selon l'OMS, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui pousse en dedans. Il y a quelque chose qui fait comme qu'on n'est pas si bien, qu'on sent que... Bon, on pourrait en parler longuement, mais disons qu'on s'entend pas mal toutes quand même ici pour dire qu'il y a cet élan-là en nous-mêmes qui nous pousse à devenir constamment, non pas une meilleure version de soi-même, ça c'est pas une affaire, devenir plus et mieux soi-même, qui on est. Donc, se rapprocher de cette nature-là, d'une certaine façon. C'est un concept qui n'est pas si évident à expliquer. Ce que j'ai envie de faire avec vous comme parallèle, c'est que si on part de l'idée qu'on est devenu quelqu'un à partir de nos expériences d'enfance, on a construit, on a patenté une affaire. On va appeler ça la persona. C'est un peu ce sur quoi, c'est un espèce de mélange, une structure qui comporte à la fois qui on est profondément, donc nos réels talents, nos réels intérêts, mais aussi un paquet de trucs qui seraient compris dans une trousse de comment survivre à mes parents, finalement. Donc, la meilleure façon de survivre à mes parents et de recevoir de l'amour, parce que bon, c'est comme une donnée de base, psychologiquement, c'est comme la nourriture, on a besoin d'être aimé enfant, mais on catch, je veux dire, on mise un peu plus sur quelques talents que d'autres, finalement, tu sais. Donc, si on comprend qu'il faut qu'on soit valorisé de telle manière, on va mettre ça, il faut être extraverti dans ma famille, un crime, on va aller le chercher, Et en fait, il y a beaucoup de psy qui s'entendent pour dire qu'il y a peut-être une couple de potentialités qu'on a mis de côté, tu sais, un peu comme si sur notre conseil d'administration, on a toujours les mêmes mondes qui parlent, tu sais. Puis il y a toute une partie là, qu'eux autres, ils sont là, mais ils sont un peu dans l'ombre, là. Puis, à un moment donné, les moments de crise de vie adulte peuvent aussi être vus comme des moments où le monde qui parle jamais sur le CA se tanne. Et là, ils décident qu'ils vont réclamer leur dû. Et ça, c'est intéressant parce que quand quelqu'un, par exemple, a une petite rencontre avec ce qu'il a mis dans l'ombre, bien, ça fait un peu la même chose qu'avec des patates. Tu sais, des patates, quand on met ça dans le garde-robe, non, vous allez voir. On met ça dans le garde-manger, des patates, OK? Il n'y a pas de lumière dessus, il y a de l'humidité, on les néglige. Qu'est-ce qui se passe quand on rouvre le garde-robe? C'est laid. C'est laid. C'est devenu... je viens de m'inventer, là, pour vrai. Mais... Donc, c'est beaucoup plus laid que ce que c'est en réalité, OK? C'est ça que ça fait souvent quand les choses de l'ombre réclament leur dû dans notre vie. Au début, on ouvre la porte, on fait « Ah, mon Dieu Seigneur, je suis un monstre! » On pense à la femme un peu timide, par exemple, qui ne s'est jamais vraiment affranchie, qui n'a jamais vraiment exprimé ses choses et qui se tanne au Costco à un moment donné. Et là, il y a une violence terrible qui s'empare d'elle. Elle en tremble et puis elle ne comprend pas ce qui vient de se passer. Ben, peut-être c'est l'effet patate. T'sais, après ça, on va comme jaser. Après ça, on va juste comme jaser avec le tigre, là, puis on va comprendre que finalement, c'est juste une source d'affirmation de soi qu'elle a besoin d'intégrer un petit peu plus dans son CA parce que c'est toujours la petite sage qui parle, parce que c'était celle-là que maman aimait bien. Et bon, vous me voyez venir? OK? Donc, c'est ça l'individuation, c'est forcément, ça vient avec
l'idée d'une sorte de séparation avec un plan originel. Ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment plus parler à nos parents ou il ne faut plus parler à telle personne et tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a l'idée un peu de s'affranchir de tout ce que ces gens-là nous demandent d'être. C'est assez rare qu'ils comprennent. C'est ça qui est bouleversant dans cette scène-là. Ce qui est bouleversant, c'est que la mère, à un moment donné, elle fait « OK, je catch. » Et c'est pour ça que c'est magnifique, parce qu'il y a vraiment carrément une barrière de langage. Mais ça, là, c'est symbolique, mais c'est comme ça, quand on s'individue, on est tout seul, il n'y a personne qui nous comprend. Puis là, bien, elle se met à faire le langage des signes, et il y a ce pont-là qui se crée, puis il y a la mère qui comprend « OK, t'es pas en train de devenir un monstre, t'es comme juste en train de voler, je comprends, je te laisse aller, moi je pleure à chaque fois. Je trouve ça beau. Ça va-tu jusqu'à maintenant? OK. Dans l'individuation, il y a des cycles. OK? Il y a des choses qu'on peut remarquer qu'on a tendance à traverser à chaque fois que cette idée-là du recommencement se présente dans notre vie. Il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire avec toutes sortes de choses. Moi, c'est sûr que dans mon travail puis dans ma vie personnelle, je me suis beaucoup intéressée à la naissance. J'ai rédigé un recueil de naissance, de témoignages de naissance. J'ai travaillé beaucoup avec les sages-femmes, avec les mères aussi, en deuil périnatal ou en postpartum, bon, tout ça. Donc, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup d'images de l'accouchement quand je travaille avec tout le monde, OK? Puis, c'est un sujet qui peut paraître exclure d'autres personnes, parce que si tu n'as pas accouché ou si ça t'est pas arrivé encore, bien là, tu ne peux pas comprendre. Pas du tout. On va y aller sur le plan symbolique parce qu'au fond, la physiologie, la biologie de la naissance ressemble énormément à la psychologie d'un restart. Donc, c'est quoi les ingrédients qui font partie un peu du cycle? Puis, à force d'entendre des récits d'accouchement, je vous dirais qu'ils sont pas mal toujours là, avec ou sans anesthésie. Parce que là aussi, on a quand même une bonne tendance aussi à s'éviter la douleur. Qui, au fond, je ne suis pas en train de dire qu'elle est essentielle, puis que les vraies femmes y accouchent de façon naturelle. Non, je déteste les dogmes dans ce lieu-là aussi. Mais c'est simplement de se dire, bien, tout d'un coup que ça a un sens. Tout d'un coup que ça a un sens, cette idée-là que souffrir alors qu'on est en train de se transformer parce qu'on devient mère ou qu'on est mère d'un deuxième ou d'un troisième enfant, puis que là, il y a une identité aussi qui est en train de mourir, puis on le sent maintenant, on se dit qu'elle va vraiment mourir. Est-ce que ça se pourrait que ça fasse partie, finalement, que ça nous prépare un peu à ce qui s'en vient, parce que c'est pas fini après les souffrances? Mais voilà, donc c'est un peu dans cette optique-là que j'ai envie de vous parler brièvement de la naissance. Donc, dans presque tous les récits d'accouchement, il y a cette idée-là de terreur. Quand ça part? Quand on a beau avoir accouché 2, 3, 4 fois, il y a des mères qui vont dire, genre, quand la première contraction vient, « Ah, shit! Pourquoi j'ai décidé d'en faire un autre? » C'est vrai, c'est ça. Bon, il y a l'idée de la terreur, l'inconnu, on ne sait pas. On a beau avoir planifié un accouchement, puis tout avoir mis nos protège-matelas, toute la patente, tout ça, si on accouche à la maison et tout. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y a quelque chose du grand mystère de la vie aussi qui se passe là-dedans. Et il y a même des états, les femmes qui vivent là, sans anesthésie, sans épidural et tout ça, vont souvent parler d'un état de conscience altéré. Tu sais. On n'est pas toutes là, à un moment donné. C'est sûr que c'est parce qu'il y a de l'endorphine qu'on sécrète, parce que c'est le plus gros muscle du corps qui se contracte. Ça a tendance à libérer de l'endorphine, ça, pour passer au travers. Oui, fait qu'on devient un petit peu blou, mais en même temps, il y a aussi cette idée-là qu'on ne peut pas être sharp, on ne peut pas être toute là, parce que c'est plus grand que nous. Et ça, c'est présent dans nos recommencements, OK? La journée où tu quittes la personne là, que tu veux quitter depuis 3-4 ans, tu es un petit peu cray-cray cette journée-là, là. Tu n'es pas toute là. Tu te dis, « My God, je veux vraiment faire ça? » Puis là, tout d'un coup, tu pognes de quoi, on dirait que tu as... Puis là, tu le fais, tu sais? Bon, ça c'est aussi présent dans les accouchements. Ensuite de ça, il y a très souvent aussi l'idée du grand courage, la puissance. Il y a comme un moment où est-ce que la personne a dit « je me suis dépassée ». Donc ça peut arriver quand on a l'impression que notre vie est en dérapage semi-contrôlé, là, ou tu sais l'espèce d'image qui a circulé sur YouTube où il y a quelqu'un qui se pète la gueule sur une pente de ski pendant vraiment longtemps, là.
Puis là, c'est écrit genre « ma vie en ce moment ». Je trouve ça très drôle. Tu sais, peut-être que quand on est là-dedans, on a l'impression qu'on est « wow, c'est beaucoup trop grand pour moi, c'est beaucoup, ça me précède, je suis pas capable, tu sais, je suis obligée d'acheter une maison, je suis obligée d'annoncer aux enfants, tu sais, quand on parle de séparation. » Fait que, mais il y a quelque chose où on le fait, on réussit à le faire. Et on est souvent surpris de notre propre puissance après, du courage qu'on a fait. C'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans les récits des femmes. Ils disent, ça m'a pris une couple de semaines de me remettre de comment j'ai été forte, j'en revenais pas, tu sais, ça m'a appris ça. Il y a aussi l'idée de la mort qui est là, parce que, ça c'est super intéressant, c'est une anecdote de sage-femme, tu sais, qui disent, quand la mère a dit, je suis capable, je suis vraiment plus capable, je vais mourir. Bon, il y en a qui le disent dès le début, là, mais mettons qu'il y a plus d'anxiété ou plus d'intensité plutôt à ce moment-là, la sage-femme a dit, tu sors tes gants, tu sais, bébé s'en vient. Parce que, ça fait un peu référence à des phrases comme « l'heure la plus sombre, c'est celle juste avant l'aube », cette espèce d'idée-là que le point ultime de la douleur, de la souffrance, et même les sages-femmes vont appeler ça la petite mort, tout de suite après, il y a la vie qui revient. Et effectivement, après ça, il y a la poussée. Et puis là, le bébé arrive. Et il y a cette idée-là, donc, du renouveau, la naissance, de tous les possibles. Là, on fly. T'sais. Là, quand le cocktail hormonal a marché, là, puis que la mère, elle n'a pas dissocié à un moment donné, là, des fois, ça arrive, qu'on fait comme « Oh, ça fait trop mal, bye-bye, il ne sortira pas, ce bébé-là. » Moi, c'est ça que j'ai fait à mon premier. Je ne comprends pas pourquoi vous vous activez, là, c'est terminé. Puis bon, je suis sûre... Je comprenais pas. Moi, j'étais toute dissociée en moi, quelque part. Puis bon, je suis revenue à moi quand le bébé est arrivé, tu sais. Oh boy, il y avait vraiment quelqu'un, là. Donc, tu sais, puis quand ça se passe pas exactement comme mon premier, mais peut-être plus à mon deuxième, il y a effectivement une joie, et on y arrive, hein, parce que j'ai eu tendance à vous ramener beaucoup à l'idée que le recommencement, ça vient avec du sombre. Mais quand il arrive, là, c'est formidable. C'est un moment d'une extase. C'est une des plus grandes joies. Là, on est dans la liberté, on est dans l'amour, on est dans l'ouverture. On se protège plus, on est plus en train de se défendre puis d'être dans la méfiance. C'est magnifique, c'est merveilleux. Bon, un petit peu après, il y a la désillusion qui arrive. Peut-être au jour 3-4, quand tu as la montée de lait. Puis après, là, effectivement, il y a ça aussi dans l'idée du recommencement. Ça arrive qu'on est reparti pour la gloire, puis on s'est dit, ça y est, j'ai réglé ma vie, moi, je peux me réserver des chambres au CHSLD, là, tout de suite, parce que je viens de faire la grande chose que je voulais faire dans ma vie, je me suis enfin affranchie de ça, de ci, de ça. Bon, puis finalement, il y a une désillusion. Ah, c'était pas exactement ça. Par contre, c'est pas vrai qu'on repart avant. On l'a fait, notre cycle. C'est comme, on peut pas rentrer le bébé ou, je veux dire, il est là. On est peut-être un peu désillusionnés. Il y a des choses qu'on ne nous avait pas dit, mettons, qui venaient avec la maternité. Puis là, on les découvre, puis on fait « Ah, ça, j'avais pas prévu ça, c'est pas si le fun, finalement, telle affaire. » Sauf qu'on repart de là et on reprend un autre cycle de recommencement, finalement. C'est un cycle qui est infini. On est constamment appelé à se réinventer comme ça. Là, tu m'as-tu mis ça parce que je manque de temps? Attends un petit peu. Je le savais que ça ferait ça. Oh boy, il est 9 heures. Par comment? OK. Bon, je continue. Ceux qui ont des parcomètres, vous pouvez gérer ça. Je vous laisse vous gérer. OK. Bon, bien, j'aurais pas le temps de parler de la compulsion de répétition. C'est plate parce que ça, c'est vraiment très, très le fun, là. C'est comme, je vais peut-être le faire un petit peu, OK? Bien, tu sais, dans le fond, c'est parce qu'il y a les grands recommencements qui sont merveilleux comme ça, dans lesquels on se met au monde, mais il y a aussi les petits recommencements. Là, si j'avais choisi un extrait, si j'avais eu le temps, ça serait le jour de la marmotte. On vit ça aussi, ces petits recommencements-là, hein? Tu sais, c'est-à-dire qu'on fait comme, « Hey, moi, je me suis réinventée, je fais plein d'affaires dans ma vie, j'ai changé des choses. » Shit! Je vis encore ça. Je suis encore dans ce Moses de théâtre-là, relationnel, émotif, qu'est-ce que vous voulez. Le jour de la marmotte l'illustre super bien parce que, je veux dire, c'est quand même assez désespérant. Là. À un moment donné, il y a le moment dans le film où il se suicide plusieurs fois, là.
avec le toaster dans le bain, le Thelma et Louise sur le bord de la falaise. Bon, tu sais, je veux dire, c'est très désespérant, puis c'est source d'une grande douleur psychologique, ça, quand à un moment donné, on fait « Caroline », tu sais, des fois, c'est après plusieurs années de thérapie, là, qu'on fait « Hey, je pensais qu'il n'était pas comme l'autre ». Puis finalement, il n'est pas exactement comme l'autre, mais tu vis la même affaire. Donc, ça parle de toi. Tu sais. Il va falloir que tu ailles encore mettre à jour encore plus. C'est quoi cette carte de visite-là que tu tends à l'autre? C'est quoi qui fait que tu t'installes toujours dans cette dynamique-là? C'est pas moi qui invente ça, c'est Freud. Freud, moi je l'aime, hein. Il y en a qui ne l'aiment pas, mais je l'aime quand même. Il a découvert plein de choses géniales, dont la compulsion de répétition. Et on pourrait penser que c'est désespérant seulement, la compulsion de répétition, mais en fait, c'est très, très beau. C'est que on a une tendance à se remettre dans les mêmes théâtres parce qu'on veut, la psyché a espoir de changer la fin. Moi, j'avais une superviseure psychanalyste qui parlait à la française, qui était très impressionnante, puis qui disait « Mais Nathalie, il faut bien retourner sur le théâtre originel si on veut en changer le troisième acte. » Oui, Brigitte. Bon, donc... Effectivement, donc c'est une fonction auto-guérisseuse de la psyché. Hein? Tu sais, quand on parle, le cliché de ça, c'est le syndrome de la femme battue, c'est toujours ça qu'on va dire. On va dire, tu sais, elle retourne tout le temps, pourtant elle le sait, Puis c'est vrai que c'est triste, mais en même temps, si elle met de la conscience là-dedans, ça se peut que ça prenne quelques conjoints encore qui vont avoir une attitude violente. Souvent, on va remarquer que ça va être quand même de moins en moins. Puis on va remarquer qu'à chaque fois, ça franchit plus vite, puis qu'elle sort plus vite. Puis c'est comme ça. Donc, il faut être humble par rapport à nos capacités de changement, puis par rapport à notre rythme d'individuation. 100 fois sur le métier, tu remettras l'ouvrage. C'est pas mal ça, la psychanalyse. T'sais. Puis, moi, j'ai remarqué que c'est quand on s'assoit et qu'on se calme un peu les nerfs par rapport à notre rythme de changement, les changements qu'on fait sont plus durables, plus profonds. On s'affranchit de façon plus, je dirais, permanente de certaines choses. Fait que là, je vous laisse avec un petit clin d'œil, parce que, bon, j'ai dit mon âge tantôt, je vais le trahir encore. Moi, en 96, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Trainspotting, qui a comme beaucoup marqué notre adolescence. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est la scène de la fin. Moi, je fais ce petit clin d'œil-là parce que souvent, quand on parle de recommencement, on va avoir cette idée-là, de nous qui sommes en possession de beaucoup de biens matériels, qui avons un auto, des amis, une vie sociale, une job, un frigo, plein d'affaires. Pour nous, le restart, c'est l'idée de la dépossession. Oh mon Dieu, si je pouvais vivre dans le bois avec juste rien que ça. Mais pour d'autres, c'est peut-être un peu l'inverse. Donc, c'est simplement un petit clin d'œil pour dire que recommencer, c'est toujours une question profondément personnelle. Il n'y a pas un idéal du recommencement. Ça dépend vraiment d'où on part puis où on va. Fait qu'on va se gâter. Je vais peut-être juste commenter un peu si ça ne vous dérange pas trop. Là. Donc là, ils viennent de faire un... Ils dorment toute la gang dans la chambre d'hôtel. Ils viennent de faire un vol, une passe d'argent. Il y a 16 000 livres. Là, lui, il est juste avant son individuation, son restart, parce qu'il catch qu'il va se séparer de cette gang-là, qui sont ses amis depuis l'enfance. Ils ont tout fait ensemble. Beaucoup d'héroïnes, surtout. Là, il vient d'avoir l'idée. Oui, est-ce que on voit bien? C'est la lumière, OK. Il se lève, là, en train de s'habiller. Il vient d'avoir une petite idée. Sa face, c'est une face de restart, OK? On change les substances, on se nourrit différemment. Là, il se regarde, et boy, là, tu vas vraiment faire ça. Oh my God. C'est comme vraiment une rencontre avec soi, le profond. Es-tu sûr, man? Tu fais-tu vraiment ça? OK, je le fais. Et on passe à l'action.
Vous auriez compris que c'est l'argent qui est dans le petit sac. Fait qu'il regarde une dernière fois. C'est les liens qu'il y avait. Oups, il y en a un qui le voit. Il hésite. Là, il y a toute la peur là, dans les yeux de l'autre. Il dit non, fais pas ça. J'assume. Now, I justified this to myself in all sorts of ways. It wasn't a big deal, just a minor betrayal, or we'd outgrown each other, you know, that sort of thing. But let's face it, I ripped them off, my so-called mates. But Begbie, I couldn't give a shit about him. And sick boy, well, he'd have done the same to me if he'd only thought of it first. Là, on essaie de justifier. And Spud, well, okay, I felt sorry for Spud. He never had anybody. Il laisse de l'argent pour Spud. La culpabilité aussi. Là, on a la petite réaction du clan. Ça se passe moins bien que dans la famille Bélier, là. Faut choisir de qui on s'affranchit, là. So why did I do it? Il y a le pont ici qui représente le passage vers un autre. The truth is that I'm a bad person, but that's going to change. I'm going to change. This is the last of that sort of thing. I'm cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. Il y a le bonheur. I'm going to be just like you. I'm gonna be just like you. The family, the fucking big television, the washing machine, the car, the compact disc and electrical tin opener, good health, low cholesterol, dental insurance, mortgage, starter home, leisure wear, luggage, three-piece suite, DIY, game shows, junk food, children, walks in the park, 9 to 5, Voilà. good of God, washing the car, choice of sweaters, family Christmas, index pension, tax exemption, clearing gutters, getting by, looking ahead, the daily life. C'est tout, merci. Bon matin.